Salut à tous, j'espère que tout roule pour vous. Alors, retour rapide sur un moment assez marquant de fin novembre 2024. Ce jour-là, une annonce est tombée comme un pavé dans la mare. Une compagnie aérienne des Émirats, bien connue pour ses ambitions, prévoyait de poser ses roues à Alger. Oui, vous avez bien entendu, une nouvelle liaison directe entre Abu Dhabi et la capitale algérienne. Une première qui, disons-le, avait tout pour faire du bruit. Mais ce n'était pas tout. La fameuse compagnie Hayderway avait mis les petits plats dans les grands. Elle révélait pas moins de 10 nouvelles routes prévues pour 2025. Parmi les heureux élus, Alger bien sûr, mais aussi Atlanta, Shima, Hanoï, Krabi, Phnom Penh, Taipei, Tunis. Bref, un menu digne d'un tour du monde. Ce coup d'éclat avait déclenché une vague d'optimisme quasi surréaliste. On pensait qu'en dépit des tensions diplomatiques entre Alger et Abu Dhabi, et Dieu sait qu'elles sont électriques, le business lui continuerait son chemin sans se soucier des querelles d'État. Après tout, malgré les discours venimeux et les sorties hostiles du régime Tebboune contre les Émirats, voilà qu'on nous montrait que les avions, au moins, n'avaient pas besoin de visa politique pour voler. Une lueur d'espoir dans une atmosphère plutôt chargée. Franchement, malgré toutes les turbulences diplomatiques, on ne parle quand même pas d'un pays lambda. Les Émirats arabes unis, que l'on aime ou non leur politique, restent une véritable locomotive économique dans la région. Et sur le plan international, leur influence est loin d'être négligeable. Il y a même une petite diaspora algérienne installée là-bas. Pas des foules certes, mais quelques milliers tout de même répartis entre Dubaï et Abu Dhabi. Ajoutez à ça que les Émirats, c'est un véritable hub mondial. Tourisme, commerce, culture, c'est un carrefour où le monde entier se croise. Alors forcément, quand une compagnie aussi emblématique qu'Etihad décide de relier Alger à cette plaque tournante, on s'est dit que pour une fois, les querelles politiques n'allaient pas freiner les affaires, que l'économie allait continuer à tracer sa route au-dessus des nuages diplomatiques. Et surtout, on ne parle pas d'un transporteur inconnu. C'est l'une des enseignes les plus respectées du secteur. Si cette ligne avait vu le jour, Alger aurait eu une chance en or de s'ouvrir davantage au monde. C'était l'occasion rêvée pour séduire des touristes étrangers, donner un coup de fouet à un secteur touristique à la peine et surtout gagner des points en connectivité aérienne. Car ne nous voilons pas la face, sans vol direct, sans liaison fluide, sans compagnie reconnue, qui atterrissent régulièrement chez vous, votre pays reste à la marge. Et soyons honnêtes, qui a envie d'investir ou de partir en vacances dans un coin du monde inaccessible où chaque déplacement relève de l'expédition avec correspondance interminable et offre aérienne au rabais personne. Le ciel aujourd'hui, c'est la première porte d'entrée vers le développement. Vous savez, dans le grand jeu de la visibilité internationale, ce n'est pas anodin d'avoir sur son tarmac des compagnies qui pèsent lourd. Un aéroport bien fréquenté, c'est une vitrine économique. Et des noms prestigieux sur les panneaux d'affichage, ça change tout. Prenez Etihad par exemple, ce n'est peut-être pas encore la Rolls-Royce du ciel comme Emirates ou Qatar Airways, mais elle trace sa route avec une sacrée ambition. Etihad, c'est loin d'être un petit pousset. En 2024, ils ont embarqué plus de 18 millions de passagers, oui, 18,5 millions pour être précis, avec des avions qui tournent à plein régime, remplis à plus de 85%. Et la progression est folle quand on compare à quelques années en arrière. Leur objectif, dépasser les 21,5 millions de voyageurs dès 2025. Et en chiffres bruts, tenez-vous bien, près de 7 milliards de dollars de chiffre d'affaires et un bénéfice net qui flirte avec les 500 millions. Ils ont 97 avions dans leur flotte et desservent déjà 76 destinations internationales. Pas mal, non? On parle d'une compagnie qui doucement mais sûrement vient chatouiller les géants du Golfe et qui en silence se fait une place au sommet. Bref, avoir Etihad qui atterrit chez vous, c'est un peu comme accueillir un acteur de premier plan sur le tapis rouge mondial de l'aviation. Pas le genre de partenaire qu'on snobe à la légère. Franchement, on y croyait. Tout le monde pensait que pour une fois, une vraie bonne nouvelle allait enfin décoller. Et sur le papier, ça y ressemblait. Etihad avait annoncé son vol inaugural Alger-Abu Dhabi. Pour le 7 novembre 2025, les réservations étaient ouvertes. Les billets se vendaient, les sièges partaient. Des voyageurs algériens ou étrangers, peu importe, avaient sauté sur l'occasion. Ils s'imaginaient déjà embarquer pour la capitale émiratie ou atterrir à Alger valise prête et passeport en poche.
Sauf que rien ne s'est passé comme prévu. Le fameux vol du 7 novembre. Eh bien, il est resté un mirage. Ni ce jour-là, ni les suivants, aucun appareil n'a décollé. Et spoiler, il ne décollera jamais. Pourquoi ? Parce que dans l'ombre, les autorités algériennes ont discrètement appuyé sur le bouton rouge. Elles ont simplement dit non. Pas d'accès au tarmac, pas d'entrée dans l'espace aérien, pas de liaison entre Abu Dhabi et Alger. Rideau, Etihad cloué au sol, l'inauguration annulée, le rêve avorté. Résultat, le vol a été purement et simplement bloqué, annulé avant même de pouvoir décoller, et pas juste le 7 novembre, le 8, le 10, le 11. Rien nada. Il n'y aura jamais de vol inaugural entre Abu Dhabi et Alger. Derrière ce sabotage aérien, toutes les sources algériennes que nous avons interrogées pointent la même chose, une directive gouvernementale indirecte. Pas un décret officiel, pas une déclaration tapageuse, juste un petit signal clair, pas de nouvelle liaison avec Abu Dhabi. Et pourquoi ce blocage ? Eh bien c'est simple, les relations politiques entre le régime Tebboune et les dirigeants émiratis sont compliquées, très compliquées. On a déjà une liaison Alger-Dubaï qui fonctionne, mais ouvrir une nouvelle route vers Abu Dhabi, impensable. Pourquoi ? Parce que Abu Dhabi au sommet, c'est MBZ Mohamed Ben Zayed Al Nahyan. Lui, c'est la tête de la famille régnante, l'émir de l'Émirat, le président des Émirats arabes unis. Et surtout le personnage avec lequel Tebboune entretient un conflit direct frontal et profondément personnel. Bref, pas le genre de partenaire pour qui on déroule le tapis rouge. Ce n'est pas la première fois qu'on parle des relations orageuses entre Alger et Abu Dhabi. C'est presque devenu une série à épisodes. D'un côté, le régime de Tebboune accuse les Émirats de jouer un double jeu, soutenir ouvertement le Maroc, lui offrir des armes, lui financer des achats militaires, bref, renforcer son influence régionale, tout cela au détriment de l'Algérie. Selon Alger, les Émiratis œuvrent dans l'ombre pour propulser Rabat au rang de favori du Maghreb, quitte à affaiblir le voisin de l'Ouest. Et ce n'est pas tout. Le président Tebboune reproche aussi à Mohamed Ben Zayed, le puissant homme fort d'Abu Dhabi, d'être devenu le meilleur allié d'Israël dans la région. D'après Alger, MBZ mènerait une stratégie pour acheter les consciences, pour convaincre les pays africains et arabes de normaliser leurs relations avec Tel Aviv. L'objectif, selon cette lecture, serait clair: isoler l'Algérie, encercler le pays politiquement et lui couper toute marge de manœuvre. C'est ce que là-bas on appelle le dossier israélien, un sujet brûlant, explosif, et qui envenime encore un peu plus une relation déjà fragile. Et puis il y a le troisième dossier, celui qu'on pourrait appeler le tiroir à tout faire du régime Tebboune. D'après Alger, les Émirats se mêlent un peu trop des affaires des autres. Ils mettraient leur nez dans tout la Libye, les pays du Sahel, et même le Soudan, qui soit dit en passant, n'a même pas de frontière commune avec l'Algérie. Mais là où ça coince vraiment, c'est surtout en Libye et dans la bande sahélienne. Selon le pouvoir algérien Abu Dhabi, il mènerait une politique franchement hostile à l'Algérie, financement de groupes appui discrets à des réseaux, encouragement de certains mouvements. Bref, un vrai jeu d'influence contre Alger. Le régime accuse les Émiratis de nourrir et de soutenir des lobbies anti-algériens, des cercles qui rêveraient d'arriver au pouvoir dans leurs pays respectifs pour ensuite se détourner d'Alger. En clair, si l'on suit la logique officielle, les Émirats chercheraient à façonner autour de l'Algérie une ceinture d'États hostiles froids, voire franchement toxiques envers elle. Un scénario de guerre d'influence régionale qui ressemble plus à un film d'espionnage qu'à une simple brouille diplomatique. En résumé, voilà le cœur du problème. 3 gros dossiers qui plombent les relations entre le régime de Tebboune et la dynastie émirati. Bien sûr, il y a aussi tout un tas de petites querelles annexes, notamment sur le terrain économique. L'un des sujets qui fâche, le commerce du tabac en Algérie. Apparemment, certains intérêts financiers liés aux Émirats ont été gelés, écartés ou carrément visés par des tentatives de nationalisation. Bref, encore une histoire où la politique s'invite là où il ne devrait y avoir que du business. Et c'est là que le paradoxe saute aux yeux parce qu'on s'entend mal avec eux. Sur le plan politique, on bloque tout le reste. Plus de coopération économique, plus d'ouverture aérienne, plus de partenariats sérieux. Résultat, on ferme la porte à une compagnie internationale de prestige,
Une entreprise solide, crédible, qui aurait pu devenir un atout majeur pour l'économie algérienne et un levier pour relancer le tourisme. Franchement, c'est à n'y rien comprendre. On sabote des opportunités qui auraient pu redorer l'image du pays et dynamiser un secteur moribond. Oui, c'est dommage. Vraiment dommage et surtout terriblement révélateur d'une logique où la politique prime sur la raison. Et le plus ironique dans tout ça, c'est que Etihad avait parfaitement le droit d'ouvrir cette ligne. Oui, noir sur blanc, tout est déjà prévu depuis plus de 10 ans. Une convention internationale entre Alger et les Émirats arabes unis, signée à Abu Dhabi le 13 mai 2013, autorise justement ce genre de vols commerciaux entre les deux pays. Ce n'est pas une rumeur, ce n'est pas un deal secret. L'accord a été ratifié officiellement sous la présidence de Abdelaziz Bouteflika, publié au journal officiel et validé par le décret présidentiel numéro 14380 du 30 décembre 2014. Ce texte encadre la coopération aérienne entre les deux nations, pas seulement pour les vols directs, mais aussi pour les dessertes au-delà de leur territoire. Autrement dit, Etihad n'a rien inventé, elle ne faisait qu'utiliser un droit existant, une porte ouverte par un accord bilatéral clair signé cacheté et toujours en vigueur. Et malgré ça, tout a été bloqué. Comme quoi même les conventions internationales ne suffisent plus quand la politique s'invite dans le cockpit. Et le plus intéressant dans cette histoire, c'est que tout est déjà écrit noir sur blanc. L'accord entre Alger et les Émirats arabes unis ne date pas d'hier. L'article 1er de la fameuse convention précise clairement qu'elle a été ratifiée et publiée au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Un document bien réel, 11 pages au total, qui détaille point par point comment les deux pays peuvent collaborer dans le domaine du transport aérien. En résumé, les compagnies des deux côtés algériennes comme Emiracy ont le droit légal de demander des autorisations de survol d'atterrissage ou d'exploitation de lignes commerciales entre leurs territoires. C'est une feuille de route complète, déjà validée, déjà signée, qui ouvre la voie à des vols réguliers entre Abu Dhabi et Alger ou inversement. Et puis, il ne faut pas l'oublier, le marché algérien lui reste un marché stratégique, une destination importante dans la région que beaucoup de compagnies rêveraient de desservir. Autant dire que cet accord n'était pas un simple bout de papier, mais une vraie opportunité soigneusement encadrée par le droit international. Le marché émirati, lui aussi, vaut son pesant d'or. Ce n'est pas juste une destination de luxe pour touristes en quête de gratte-ciel et de soleil, c'est un véritable hub économique et aérien mondial. Dubaï reste la grande vitrine évidemment, mais Abu Dhabi n'est plus en retrait. La capitale émiratie monte en puissance, se transforme peu à peu en centre névralgique du commerce, du tourisme et de la culture. Et là, on se dit que même Air Algérie aurait pu jouer sa carte. Rien ne l'empêchait de demander les autorisations nécessaires pour lancer des vols réguliers entre Alger et Abu Dhabi. L'accord existait, les règles étaient claires, la porte était ouverte. Mais encore fallait-il vouloir franchir le pas, parce qu'en réalité, les deux côtés avaient tout à y gagner. Les compagnies algériennes comme Emiracy auraient pu profiter de ce partenariat pour multiplier les connexions, renforcer leur réseau et surtout stimuler le business et le tourisme entre deux marchés aux énormes complémentarités. Un deal gagnant-gagnant comme on dit. Sauf qu'ici, le gagnant potentiel n'a jamais pris le départ. Et pour que ce soit bien clair, cette convention est toujours en vigueur. Elle n'a été ni supprimée, ni annulée, ni même remise en question. Tout y est expliqué noir sur blanc, sur 11 pages précises et détaillées. Elle porte la signature de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika, oui lui-même, et a été officiellement validée par l'État algérien à l'époque. Autrement dit, juridiquement, rien n'a bougé. Le texte est complet, il définit les conditions d'exploitation des services aériens, les procédures d'enregistrement, l'entrée en vigueur de l'accord. Bref, tout est carré. Côté émirati, la convention a été signée par Sultan Ben Saad Al-Mansouri, alors ministre de l'économie. Et c'est là que ça devient presque absurde, personne n'a dénoncé l'accord. L'Algérie n'a jamais envoyé la moindre notification officielle, aucune démarche pour rompre la convention. Le document reste intact, actif, reconnu des deux côtés, et pourtant, on agit comme s'il n'existait plus. Franchement, je ne comprends pas. Si vraiment le régime algérien ne veut plus rien avoir à faire avec les Émiratis, si les tensions ont atteint le point de non-retour, alors qu'on a le courage d'aller jusqu'au bout,
Rompez les relations. Oui, carrément. Qu'on arrête de jouer les faux-semblants. On ne peut pas d'un côté bloquer leurs compagnies aériennes et de l'autre conserver les accords officiels qui nous lient à eux. Dans ce cas-là, il faut assumer, dénoncer les conventions. Et d'ailleurs, tout est prévu dans la loi. L'article 22 de la Convention est limpide. Chacune des deux parties peut à tout moment notifier par écrit sa volonté de mettre fin à l'accord via les canaux diplomatiques habituels. Et cette notification doit même être envoyée à l'Organisation de l'aviation civile internationale. À partir de là, la Convention cesse d'exister 12 mois après la réception du courrier. En clair, le mode d'emploi est simple. Si vous ne voulez plus danser avec les Émiratis, il suffit de quitter la piste. Mais visiblement, on préfère rester là, les bras croisés, à faire semblant que la musique ne nous dérange pas. Tout est déjà prévu depuis 2013. Si un jour l'Algérie ou les Émirats arabes unis décidaient d'en finir avec leur coopération aérienne, le mécanisme est simple, il suffit de dénoncer la convention. Le texte est clair, la procédure existe. Mais jusqu'à preuve du contraire, personne à Alger n'a bougé le petit doigt. Pas la moindre lettre officielle, pas une seule notification diplomatique adressée à Abu Dhabi. Et pendant ce temps, ironie du sort, les avions continuent de voler. Les compagnies Émiraties atterrissent toujours à Alger et Air Algérie, elles desserrent toujours les Émirats sans encombre. Comme si de rien n'était, il faut dire que sans ce genre d'accords internationaux, aucune liaison commerciale ne pourrait exister. Ces conventions, ce sont les fondations juridiques du ciel. Elles autorisent les survols, les escales, les vols réguliers. Sans elles, tout le trafic aérien serait cloué au sol. En clair, on parle ici d'accords stratégiques indispensables à la diplomatie moderne. Et pourtant si fragile quand la politique s'en mêle. Honnêtement, quel est le but ? Pourquoi interdire à des avions d'atterrir à Alger ou bloquer des vols entre Dubaï et la capitale algérienne ? Franchement, ça défie toute logique. Où est le bénéfice ? Quel message veut-on envoyer au reste du monde ? Parce qu'au-delà du simple vol annulé, c'est tout un signal diplomatique qu'on renvoie aux investisseurs étrangers. Imaginez un peu la scène demain, un grand pays, un vrai poids, lourd économique avec des multinationales. Des fonds d'investissement, des géants de l'industrie envisagent d'investir en Algérie. Et là, ils découvrent que dès qu'un désaccord politique éclate, on sort la hache et on coupe le business. On bloque les accords, on suspend les projets, on prend les entreprises en otage d'un conflit diplomatique. Mais soyons sérieux, qui dans ces conditions osera encore faire confiance à l'Algérie ? Si je suis un investisseur étranger et que je vois ce scénario, je me dis « Attends, au premier malentendu, ils vont saboter mes activités, toucher à mes intérêts, bloquer mes comptes. Personne ne veut risquer ça. Et à ce rythme-là, le pays risque surtout de se retrouver seul dans la cour du commerce mondial. Mais soyons honnêtes, qui voudrait encore collaborer avec un partenaire aussi imprévisible ? Chaque fois qu'un désaccord surgit, au lieu de le régler par la diplomatie, on le laisse pourrir. Et le pire, c'est que ces querelles ne concernent même pas les entreprises. Ce sont des conflits purement politiques entre les dirigeants des deux États, entre le pouvoir algérien et celui d'Abu Dhabi. Ce qui rend tout cela encore plus absurde, c'est que les compagnies Émiraties, elles ne font pas de politique. Ce ne sont pas des partis ni des institutions idéologiques. Ce sont des entreprises commerciales avec une mission claire, croître, investir, générer du profit. Oui, certaines appartiennent à des familles régnantes, mais leur logique reste celle du marché, pas celle des rivalités diplomatiques. Elles fonctionnent selon des modèles de gestion précis, des stratégies de rentabilité, des objectifs concrets. Bref, ce sont des acteurs économiques, pas des joueurs politiques. Et pourtant, c'est sur elles qu'on fait retomber le poids des tensions entre gouvernements. C'est illogique, contre-productif et franchement un peu puéril. Il faut qu'on se le dise franchement, si chaque différend diplomatique se traduit par une punition économique, si à chaque fois qu'un État nous contrarie, on s'en prend à ses entreprises, on bloque les contrats, on sabote les accords, alors autant le dire tout de suite, plus personne ne voudra travailler avec l'Algérie. Ce genre de réflexe, c'est un suicide économique déguisé en patriotisme. Parce qu'en agissant ainsi, on envoie au monde un message désastreux. Les grandes puissances, les partenaires stratégiques, les investisseurs étrangers, tous comprennent la même chose. Faites affaire avec eux et au premier désaccord, votre business sera pris en otage.
Et là, forcément, la confiance s'effondre. Imaginez un investisseur étranger, il veut venir créer des emplois, injecter des capitaux. Mais il se dit, et si demain mon gouvernement se dispute avec Alger, est-ce qu'ils vont geler mes comptes, fermer mes usines, toucher à mes employés? Résultat, il ne vient pas. Et à ce rythme, l'Algérie n'aura plus besoin d'ennemis économiques. Elle se sera isolée toute seule. Il faut une bonne fois pour toutes arrêter de tout mélanger. La politique, c'est une chose. Le business, c'en est une autre. Quand on confond les deux, on finit par transformer la diplomatie économique en chantage d'État. Et ça, c'est tout, sauf digne d'un pays qui se veut sérieux. Tant qu'on continuera à politiser le commerce, l'Algérie en paiera le prix fort. Perte de crédibilité, fuite des investisseurs et économie asphyxiée. Soyons clairs, c'est Alger qui a besoin d'Etihad, pas l'inverse. La compagnie Emiratie tourne déjà à plein régime, engrange des bénéfices, développe son réseau mondial. Ce n'est pas un vol Abu Dhabi-Alger de plus ou de moins qui changera son bilan annuel. En revanche, pour l'Algérie, l'enjeu est immense. Accueillir des compagnies internationales de prestige, c'est ouvrir une fenêtre sur le monde, c'est donner une image moderne, accessible, attractive. C'est offrir des connexions directes essentielles pour attirer les touristes, séduire les investisseurs et crédibiliser le pays sur la scène internationale. En d'autres termes, c'est nous qui avons besoin d'eux pour exister économiquement. Eux sans nous continueront simplement à voler ailleurs. Soyons lucides, c'est l'Algérie qui a besoin d'Etihad, pas l'inverse. Mais apparemment, cette évidence échappe à certains. Pour comprendre ça, il faudrait des dirigeants pragmatiques, des responsables, qui ne confondent pas fierté nationale et entêtement absurde. Parce qu'en politique, comme en économie, mélanger les deux, c'est se tirer une balle dans le pied. Ce n'est pourtant pas la première fois qu'on commet cette erreur. On l'a déjà faite avec l'Espagne, avec la France et avec bien d'autres pays depuis l'arrivée du régime d'Abdelmadjid Tebboune. Et à chaque fois, même scénario perte financière, crise de confiance, isolement diplomatique. Le résultat? Une image désastreuse. Le monde voit désormais l'Algérie comme un partenaire imprévisible, difficile à approcher, incapable de stabilité. Les investisseurs prennent peur, les capitaux fuient, et notre pays passe pour un terrain miné, un endroit où il n'y a plus rien à gagner, mais tout à perdre. Et dans l'économie mondiale, quand la confiance s'en va, tout le reste s'effondre avec elle. Il suffit de regarder le dinar pour comprendre, il s'effondre comme un château de cartes. Et quand la monnaie d'un pays chute, c'est rarement un hasard. C'est le reflet d'une économie malade, d'un système essoufflé, d'un climat où la confiance a complètement disparu. Parce que soyons clairs, l'Algérie ne fait plus confiance et surtout, elle n'inspire plus confiance. Sous Tebboune, la crédibilité du pays s'est érodée à vue d'œil. Les investisseurs hésitent, les partenaires internationaux se méfient et les bailleurs de fonds préfèrent se regarder ailleurs. Et tant qu'un État ne dégage pas de fiabilité, il ne peut pas grandir économiquement. Impossible d'attirer les capitaux, de bâtir des projets solides ou de stabiliser la monnaie. Sans confiance, tout s'écroule, les chiffres, les promesses, les perspectives, parce qu'au final, dans le monde des affaires comme dans la politique, la confiance, c'est la seule monnaie qui vaut encore quelque chose.